Puis à un moment donné, ma mère a dit page statistique, fais un bulletin de nouvelles. Fait que là, je me suis mis à. Fait que tu n'as pas le choix, tu as juste des résultats et des stats. Fait que tu dois mettre la viande autour de l'os. Tu as l'os, tu as le corps principal de ton information. Raconte-moi l'information. Fait que j'ai livré mes premiers bulletins commentés à haute voix devant ma mère avant de partir de l'école le matin. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Vous gérez une PME et vous avez l'impression que vos outils numériques ne travaillent pas assez fort pour vous? Vixam Service Conseil, c'est l'équipe qui change ça. Basés à Montréal, ils accompagnent les PME québécoises dans leur transformation numérique grâce à des outils Microsoft pour gérer vos ventes, automatiser vos tâches du quotidien et prendre de meilleures décisions grâce à vos données. Et avec Microsoft Copilot, l'intelligence artificielle s'intègre directement dans vos processus d'affaires pour que votre équipe travaille plus vite, plus intelligemment, sans tout réapprendre. Que vous ayez besoin d'un CRM sur mesure, d'applications internes, d'automatisation ou d'IA, Vixam a l'expertise pour le faire et l'approche humaine pour vous accompagner jusqu'au bout. Découvrez-les au vixam.ca, vicsam.ca. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, c'est l'été. On jase-tu de sport avec Jean-Charles Lajoie? Salut Jean-Charles. Salut Rémi. Tu inaugures cette pancarte-là? Elle est magnifique. Oui, c'est un artiste gaspésien qui a fait ça. Wow. Il reste du monde. Le nom est assez clair. Hein? C'est ça. Très clair. C'est annoncé. Ça dit ce que c'est et c'est bien signé. Bien signé. Je suis content d'être là. Bon, mais merci de l'invitation. Qu'est-ce que tu fais cet été? Tu as un restaurant, hein? Oui, j'ai une buvette portugaise très appréciée, très appréciable, qui requiert pas mal de temps, mais moins qu'il y a 1 an. On a fait un premier tour de l'horloge. Là. On a célébré 1 an il y a quelques semaines à peine. Et fait que cet été, c'est un petit peu plus piano-piano. J'avais beaucoup de tournages hors saison l'été dernier qui se sont étendus, ce qui fait que j'ai pas eu l'impression d'arrêter vraiment depuis 2 ans. Là, j'ai comme mis un peu mon pied à terre cet été, là. Tu sais, fait que très, très peu d'opportunités d'opportunités au niveau de présidence d'honneur, de tournois de golf, de ci, de ça. J'étais rendu que je n'avais beaucoup dans l'assiette. Et puis là, j'ai décidé vraiment de m'arrêter, de prendre un temps d'arrêt. Fait qu'on me voit au resto, moins impliqué mais présent, comme j'irais dans un restaurant, mais c'est sûr que le hamster tourne toujours, je regarde ce qui se passe, je suis toujours à l'affût, mais j'aime ça, ça me détend, c'est un autre sport, c'est autre chose, puis il y a pas de convention associée à ça, si ce n'est une convention de plaisir. Fait que... Mais il faut se reposer à un moment donné. C'est parce que c'est pas possible là, d'être sur le beat. Dit un gars qui vient d'accepter de faire l'été aussi à la radio, mais bon, je suis un peu plus jeune, là, j'accepte tout ce qu'on m'offre, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas humain. Il faut même, j'imagine, se rendre un petit peu rare et faire en sorte qu'on s'ennuie de toi. Oui. Oui, ça, je l'ai appris à la dure, que c'est important de disparaître de l'espace public pour que les gens soient contents de te retrouver. Parce que j'avais l'impression, probablement par élan de générosité, peut-être par peur aussi qu'on m'oublie, j'avais l'impression de toujours devoir occuper l'espace. Mais c'est aliénant. À un moment donné, tu as besoin de retirer l'aiguille, tu comprends, puis de dire, je vais prendre une pause, je vais me désintoxiquer, puis ça a l'air épouvantable de le dire comme ça.
c'est la pure vérité. Je pourrais pas le dire autrement. C'est pas une question de manque de passion, c'est une question de juste prendre un pas de recul. Tu sais, tu m'as dit, on va parler de hockey. Oui, je suis pas à jour. Je suis pas à jour. Je suis à jour. Je connais les nouvelles. Mais tu sais, les points de règlement qui font que tu arrives à l'antenne à 17 h le soir, tu es appuyé, ton propos est cohérent, il est clair, ta marge d'erreur, elle est immense parce que tu fais 2 heures de télé en direct 5 jours par semaine, mais tu es confiant, puis tu n'en commets pas beaucoup de bourdes. Tu comprends? D'erreurs de fait là, qui peuvent induire en erreur le public. Il y en a toujours, mais c'est réduit à un strict minimum parce que tu dors pas, parce que tu es occupé, puis tu es documenté, puis tu es prêt. Tu as de la rigueur, tu te prépares. Fait que quand la petite rouge s'allume, ben, tu es prêt à livrer aux gens un contenu de qualité qui va les divertir, mais aussi les informer et non pas les désinformer. L'été, c'est dangereux. Tu sais, j'ai volontairement, là, j'ai eu des opportunités de posts sur les réseaux sociaux hallucinants, là, qu'on le veuille ou non, là, tout ce qui se passe pas avec le Canadien dans l'entre-saison. À chaque fois, je suis comme sur le bord notamment 2 posts à un moment donné là, que j'ai failli faire. Fait que ça tu vas nous dire les posts que tu as failli faire, c'est merveilleux, ça. Ouais, c'est ça. Mais depuis un certain post que j'ai fait, pensant à autre chose, puis qui a été finalement très mal interprété, mais qui était vraiment pas l'interprétation qu'on a bien voulu lui en donner. Mais enfin, après, essaye d'expliquer ça. Sous le truc, c'est la COVID, là? Oui, exact, okay. Exact. Oui, ça me suit encore quand même. Là. Ça me suit encore. Mais beaucoup moins. Les gens qui font l'effort de jaser comprennent que, tu sais, je suis un des leurs. Là. Tu comprends? Je suis pas un Montréalais dans la vie. Là. Bref, court aparté, mais je viens pour publier un tweet, puis le lendemain, ça m'éclate en pleine tronche parce que j'ai accès à l'information. Si j'avais publié ça hier, j'aurais eu l'air d'un parfait imbécile. T'sais. Fait que j'ai bien fait de me retenir. T'sais. Puis dans cette retenue-là, parce que les gens s'attendent à ce que je commente tout et son contraire, ben j'ai même pas rien publié pour des gens qui sont partis. Pour qui j'avais le plus profond des respects, notamment Marc Messier, là, le dernier en liste, et là, la liste commence à être très, très longue. Là, oui. Ça aurait été facile de dire, bon, ben il était prévu, il avait accepté de venir à Culture Physique saison 2, et finalement, à la dernière seconde, l'agence a dit qu'il se retirait de toute activité professionnelle, et je comprends bien maintenant. Mais rien, aucune publication. Tu te dis, OK, ben je prends une pause complète. Je scroll quand même un peu, je me promène, je découvre des trucs sur Facebook et Instagram, puis TikTok. C'est relativement nouveau pour moi, c'est-à-dire que j'y vais, je regarde ça, ça me divertit, je trouve des trucs intéressants, je trouve des trucs absolument affolants d'imbécilité, de nullité. Sur les réseaux sociaux, puis on passe vite. On passe vite. Oui, c'est étonnant, je sais. Mais tu sais, l'été, comme tout est un peu au ralenti, c'est plus facile de faire une controverse. Parce que les médias ont de l'espace à combler. Ouais. Je lance un message là, à ceux qui ont peut-être quelque chose de niaiseux à dire. Les médias ont faim. Donc, tu sais, il faut être prudent. Effectivement, quand on se dit qu'on va rien dire et se reposer, il faut vraiment rien dire et se reposer. Toi, tu as travaillé avec Ron Fournier. Bien sûr. Ron, il y a quelques mois, il m'en voudra pas, je pense. Je l'appelle, je réussis à avoir son numéro, je veux le recevoir ici. Puis, il m'appelle, lui, de la Caroline, parce qu'il habite là-bas. Puis, il me dit, on commence à jaser, mais de plein d'affaires, de politique, de Trump. Tu sais, lui, il a un point de vue complètement différent, il habite là-bas, tu sais. Et là, au bout de 45 minutes d'appel, là, je me rappelle, moi, qu'au final, tu sais, au départ, on voulait se parler parce que je voulais l'inviter ici. Et je lui lance l'invitation. Et il me dit, je ne donnerai plus jamais d'entrevue, Rémi. J'aurais dû commencer de même, je t'aurais pas fait perdre ton temps. J'ai pas perdu mon temps avec Ron Fournier, non. Mais lui, il a décidé un beau jour que c'était terminé. Ouais. Et terminé dans le sens... terminé, là, dans le sens, quand quelqu'un meurt et qu'on l'appelle, notamment, il y en a eu tout récemment, là, des gens qui sont morts. Roger Brulotte. Roger Brulotte. Moi, à TVA, il y avait des listes de gens qu'on pouvait appeler. Il était là. Puis là, il y a du monde qui me disait, appelle donc Ron Fournier. Il répondra pas. Il veut plus donner d'entrevue. Est-ce que toi, tu penses qu'un jour, tu vas vouloir complètement
tirer la plug? Oui, mais non. Oui, mais probablement que j'y arriverai pas. J'ai beaucoup de difficultés à dire non, moi. Beaucoup de difficultés à dire non. J'apprends de plus en plus à le faire. Mais j'ai plus peur de disparaître, par contre. Ça, c'est réglé, là. Ce bout-là, il est réglé. Tu sais, le petit bonhomme qui se destinait pas à ça, qui est né pour faire ça, mais qui a emprunté toutes sortes de sentiers plutôt que le bon, qui a évité toutes les autoroutes de la Terre, qui est embarqué ses buts en se laissant atteindre, qui a volé le deuxième, qui est allé au troisième sur un simple d'un coéquipier, puis qui est finalement entré au marbre. C'était compliqué, là. Tu sais, ça n'a pas été facile. C'est de ta faute, par contre, là. Mais probablement, oui, absolument. Absolument. C'est probablement ce que j'ai voulu. En fait, c'est pas ce que je voulais, mais je ne savais pas comment. Alors, fait que c'est moi avec mes batailles intérieures, mon cheminement, puis tout ça. Quand tu l'atteins, ben là, tu te dis, ben là, tu tombes dans le magasin de bonbons. Là, c'est agréable, là, tu sais. Mais là, tu te dis, à un moment donné, il vient un moment, puis là, je suis exactement là-dedans depuis la dernière année. En fait, là, le bilan de la dernière année, ça a été une belle ride. Si ça devait s'arrêter, c'était vraiment magnifique. Maintenant, il y a des façons de le faire. Je voudrais pas que ça s'arrête abruptement. Je voudrais pas que ça s'arrête de manière un peu éhontée. Je veux que ça se fasse bien. Mes relations sont solides, mes liens d'affaires sont solides. Quand je regarde la liste des noms de mes amis et que je compare le poids de mes amis avec le poids de mes ennemis dont je n'ai que des pseudonymes pour la plupart et quelques noms, ça me fait toujours sourire. Puis je me dis, je pense que je suis à la bonne place. Je pense que j'ai les deux mains sur la table. Le cœur est bien accroché. Le cœur parle. Sans retenue, mais avec respect, toujours, des intervenants, des individus, des gens qui nous gouvernent aussi. J'entends par là les patrons, là, pas la classe politique, mais les patrons qui sont là, qui nous donnent une belle confiance, qui méritent respect à l'opposé en retour. Le mot privilège est galvaudé, là, mais c'en est un en 2026. Là, c'est un privilège plus immense que quand j'ai commencé modestement à la radio AM à Granby en 89. Là, fait que je l'apprécie. Je l'apprécie de plus en plus. Mais t'es comme un peu... des fois, je parle avec des gens qui sont devenus riches, mais qui sont des enfants de pauvres, puis ils me disent tu restes un pauvre toute ta vie. C'est-à-dire que toute ta vie, t'as peur de ne pas avoir d'argent. Puis, tu sais, le gars qui a eu un chemin un peu plus difficile, le tien, veut dire, tu as commencé à faire de la radio à 17 ans, mais tu produisais les matchs des Bisons de Granby. Ouais. Après, tu t'es ramassé à Rouyn-Noranda, tu faisais de la radio, mais tu t'es dit, quoi, regarde, je ne peux pas juste faire de la radio, m'occuper d'un bar là-bas, des événements. Le contrôle des bars. C'est pour ça aussi, quand je dis c'est de ta faute, parce qu'il y avait quand même un scénario dans lequel tu faisais juste de la radio à un moment donné, puis tu as décidé de faire autre chose. Je ne sais pas si ça... En tout cas, ça fait en sorte que tu as des belles histoires à raconter, mais ton chemin a été un peu sinueux. Donc, aujourd'hui, tu as peur que ça s'arrête, j'imagine aussi. Plus maintenant. Plus maintenant. C'est instinctivement... c'est récent, c'est ça. C'est il y a un an. Mais toute ta vie, ça a été ça. Oui. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, oui, je suis né pauvre. Je vais peut-être mourir pauvre pour l'instant. Je m'arrange très, très, très bien. J'aime pas le terme riche, mais je m'arrange super bien, vraiment. Puis tu sais, je m'accorde beaucoup de crédit et de mérite pour ça, mais en même temps, j'ai jamais eu peur de manquer d'argent. Tu sais, longtemps, mon leitmotiv, ça a été, on est tellement pauvres, on n'a même pas les moyens de se priver. Puis on allait au restaurant en famille, tu comprends? On n'avait pas d'argent, on allait au restaurant en famille. T'sais, on verra demain. On s'arrangera demain, c'est pas important. J'aime pas ça, l'argent, j'haïs ça. Je trouve que l'argent corrompt, l'argent salit, même l'argent propre est sale. L'argent, c'est pas beau.
L'argent, c'est pas propre. L'argent, c'est un utilitaire de plus en plus caduc dans ma conception à moi, en tout cas, de ce que ça devrait être. J'aime pas ça. Puis j'ai jamais eu peur d'en manquer, puis j'ai pas peur d'en manquer. J'ai pas peur de demain, j'ai pas peur de ça. Tu sais, puis là, les gens vont dire, ben c'est facile, tu as un capital immobilier maintenant. Ouais, puis je peux le perdre. Je peux tout perdre ça, je m'en fous. Mais je l'ai remarqué, hein? Moi, tu m'as invité chez vous une fois pour faire. Tu cherchais un public parce que tu tournais de tes podcasts. Troisième rôle masculin non parlant. Écoute, je donnerai pas de détails parce que c'est ta maison. Si tu m'en parlais, t'en parles, mais c'est pas tout le monde qui a une maison de même, là. Ouais. On s'entend-tu, là? Oui, mais c'est toute ma création. Je comprends, mais c'est parce que moi, je l'ai raconté à une couple de personnes. Ouais. J'étais dans des belles maisons dans ma vie, là, mais quand je suis arrivé chez vous, puis je suis pas sûr que je suis la première personne à dire ça. On arrive, puis il y a un genre d'espace qui est comme semi-extérieur. Comment ça s'appelle, ça? C'est un gazebo, là? C'est quoi? C'est comme un... On peut dire ça. Un gros... Ouais, mais tu sais, un gros gazebo avec des sofas, t'as comme une cuisine, t'as des toilettes, t'as tout. Puis là, tu t'assois là, puis là, tu te dis, c'est vraiment beau. Mais par contre, ils dorment avec les fenêtres, les portes ouvertes. Puis à un moment donné, tu te dis, non, c'est pas la maison, ça. La maison est là. Puis là, tu regardes en arrière de toi, puis là, tu as la maison. Ouais. Puis, tu sais, tu nous avais super bien reçus. Là. On aurait dit, justement, qu'il n'y avait pas de robinet. C'est-à-dire, ça coule, mais on ne sait pas trop comment. Ça coule à... Tu te dis, on dirait que l'argent, c'est pas... sans dire que tu es multimilliardaire, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que, non, mais c'est pas le cas de toute façon, mais... C'est qu'on dirait que tu regardes pas. Ça coule. Je m'en fous. Puis demain matin, on checkera s'il y a une inondation. Là, on a du fun. Exact. La règle, c'est le plaisir. Puis le plaisir aussi de voir les gens. Toi, tu l'as vu en état de stress, c'est-à-dire en mode studio, installé, on a un tournage à faire, puis tout ça. Sinon, là, c'est paisible, c'est très chill, très cool, tu sais. Et moi, mon grand bonheur, là, c'est de voir que ça fait la même chose aux autres que ça me fait à moi. Moi, quand j'arrive là, il y a une déconnexion de la réalité. Je me dépose. C'est un espace qui est complètement zen, qui peut être complètement fou quand je m'installe aux platines à 11 h le soir, un samedi arrosé avec des copains de la famille, les amis qu'on aime, puis que là, on danse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais qui devient complètement zen instantanément. Et les gens qui y arrivent s'y déposent. Tu sais, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des gens qui ont fini d'écrire un musical, une comédie musicale, qui ont traqué des albums. Il y a plein de choses qui se sont faites là jusqu'à maintenant, dans l'inconnu, parce que c'est des contacts, c'est du bouche à oreille, c'est des amis. Le lieu, il sert à ça. Tu sais, je nomme personne, mais quelqu'un m'appelle... dans la dernière année, écoute, est-ce que ta Poolhouse, ta petite Tiny serait disponible? J'ai vraiment besoin de... je t'envoie un code de porte, puis donne-moi tes dates, puis c'est pour toi, puis je l'ai même pas vu, cette personne-là, qui a passé genre 8 jours là. C'est un genre de Airbnb, mais à $0. À $0, puis qui est reparti en disant, mon Dieu, je suis correct pour une année, tu sais. Ça, là... Ça, tu peux pas le quantifier. Tu peux pas déposer ça à la caisse populaire, tu comprends? Parce que même la caisse populaire n'a plus rien de l'idéologie coopérative d'Alphonse Desjardins, tu comprends? Fait que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. M'intéressent les banques puis les caisses. Parce que j'ai besoin de 100 000 pour l'OSQ, mes Jeux olympiques spéciaux. Là, vous m'intéressez. Parce que vous l'avez. Vous autres, vous l'avez. C'est votre devoir de me faire le chèque. Merci beaucoup. Là, c'est l'incroyable coopération de Desjardins. En dehors de ça, un CELI, qu'est-ce que c'est ça? Un CELI? Un REER? Bon Dieu. Eh bien. Non, mais c'est... Une coupe, là, mais tu sais, j'ai une coupe. Ma création, mon argent est dans ma création. Mon argent est dans mon immobilier que j'ai pensé, que j'ai dessiné, que j'ai créé, que j'ai bâti. Moi qui n'ai pas capable de planter un clou. Et pourtant. Fait que tout est là. Non, j'ai oublié de dire, il y a un terrain de tennis aussi. Quelque part dans le Assorti d'un court de basket. Je joue maintenant pas mal plus au basket qu'au tennis. D'ailleurs, j'ai plus de genoux. C'est beau. Si ça se volait, cette maison-là, je te la volerais. On va bâtir la mienne. On va bâtir la mienne. Ben oui, c'est ça. Voilà. Hey, il y a un truc quand même commun. Tu as un restaurant, tu reçois des gens chez vous, tu fais des podcasts. Le service, c'est pas très loin de l'animation. Hein? Tu sais, quand tu animes, quand tu interviews quelqu'un, t'es
tu t'effaces un peu, hein? C'est Ouais. l'autre qui doit exister. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé? Non, mais tu as tout à fait raison. C'est parfaitement connexe. Le service, ça le dit, il faut être au service de. Tu sais, il faut s'assurer. Moi, je dis toujours aux membres de la brigade en cuisine, ton prochain repas est pour ta maman. Le suivant est pour ta maman. Le suivant est pour ta maman. Garde toujours ça en tête. Qui va faire de la shit à sa mère? Personne. Fait qu'il y a une attention. Tu veux impressionner ta maman. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Tu veux qu'elle soit contente. Tu veux qu'elle trouve ça beau. Tu veux qu'elle trouve ça bon. Ton prochain repas est pour ta maman. Puis c'est la même chose au service à l'avant. C'est tu sers maman. T'occupes de maman. Quand ma maman vient, là, tu as besoin de quelque chose, maman. Manques-tu quelque chose? Veux-tu d'autres choses? Tu sais, puis... Mais c'est ça qu'il faut faire avec tout le monde. Parce que tout le monde mérite ce statut-là. La vie est tough. Le monde n'a pas beaucoup de sous. Ils en ont de moins en moins. Le dollar loisir s'atrophie à vue d'œil. Donc, les restos en souffrent. Quand quelqu'un vient au restaurant, il a besoin d'évasion. Il a besoin de sentir que c'est un moment unique, qu'on prend soin de lui, qu'on le traite avec respect. Puis il a besoin que ce soit bon dans la gueule, tu sais. Ce qui n'est pas toujours le cas, hélas. Moi, ce que je découvre avec... la vie a fait de moi une espèce de perfectionniste là, en tout. Et c'est la pire qualité ou le pire défaut pour être un entrepreneur en hôtellerie. Parce que la perfection en restauration est très, très loin d'exister. C'est là où la marge d'erreur est peut-être la plus grande, en fait. C'est atrocement affolant et anxiogène pour un gars perfectionniste comme moi. Et la dernière année m'a apprise à la dure à lâcher prise puis à comprendre que la statistique existe. C'est-à-dire que tant % des repas que tu vas servir ne vont pas satisfaire le client ou la cliente qui va le recevoir. C'est une stat tout azimut du dernier des Valentines jusqu'à chez Toqué de Normand-Laprise. Fait que faut que tu fasses avec, sinon fais autre chose, bonhomme, parce que tu vas être anxieux pour rien, tu vas être malheureux pour rien. Faut que tu acceptes qu'il y a des gens qui vont être déçus. Exact. Puis pas juste des malveillants, là. Il y en a. Non, du monde qui... Il y en a. Il y a 0,4 % de malveillants. Là. Un client sur 200, là, lui, il veut pas payer. Il veut manger, il veut pas payer. Puis c'est grave, là. Genre, mon poulet était pas mangeable. Il reste 2 os. J'avais même mangé une coupe d'os. T'es pas mangeable. Il faut pas avaler un os de poulet, monsieur. Puis moi, tu sais, l'affaire, c'est que moi, j'ai challenge. Rendu là, tu sais, si tu me pousses dans un croquet, on va bouncer. Parce que moi, je suis tout attentionné, tout oui, puis je veux que tu sois content. Mais si je vois que tu te moques de moi et du processus, on va avoir du fun à deux. Puis comment ça finit? C'est toujours moi le gros méchant loup, là. Ben oui. C'est évident. Tu veux faire payer quelqu'un. Ben oui. Lui, on sait bien, là, c'est une vedette de la télé, puis là, il se prend pour un autre, puis là, j'étais pas satisfait, puis il m'ostine que mon poulet... Faut-tu être un trou de cul quand même là, pour aller manger un truc dans un restaurant et pas vouloir payer? Je veux dire, je savais pas que ça arrive. C'est un client sur 200. J'ai vu du monde partir sans payer, là. J'ai déjà vu ça. Ouais, mais... ça m'est pas arrivé à date. Je touche du bois. C'est pas arrivé de l'année. Moi, oui, une fois, un grand chum à moi, d'ailleurs. Soirée plutôt arrosée. Ah, OK. Mais il a oublié. Je lui ai envoyé les billes le lendemain. J'ai un gars de ta gang n'a pas payé. Il me répond. Il dit, c'est moi. Il dit, je fais tellement mal. Il m'a envoyé un transfert tout de suite. Je dis, rien là. C'est des affaires qui arrivent, mais non. Mais puis c'est un milieu fascinant, vraiment. C'est drôle parce que des bons amis là, qui sont des chefs très reconnus au Québec, puis qui tiennent boutique à Montréal, puis à qui j'avais dit que j'avais un projet de resto, voulaient me casser la gueule. Viens ici, je vais te raisonner. Ne t'ouvre pas un restaurant. Puis un de ceux-là est venu, puis il a dit, OK, je comprends. Tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu es à ta place. Puis je l'ai senti tout de suite. Il dit, je pensais pas que tu savais ce que tu faisais. Ben c'est ça. En fait, c'est que probablement que lui, ce conseil-là qu'il te donnait, c'était
peut-être en ne sachant pas que ça venait vraiment de la bonne place d'en partir un. Ça va être un truc que beaucoup de gens qui n'ont pas touché à ça de leur vie, ou alors qui étaient, quand ils étaient bien jeunes, dans un bar, dans un restaurant comme toi, tu l'as été, ça doit attirer un certain nombre de personnes vues à partir d'un certain moment dans leur vie, mais c'est pas une bonne raison de le faire en soi. Exact. Sois un vrai passionné. Exact. Moi, je l'ai fait souvent, plus jeune. J'avais rien fait de ça depuis 25 ans. J'avais donc oublié, j'ai une capacité extraordinaire à déliter tout ce qui me déplaît. Ce que j'aime pas, qui m'a blessé, qui m'a fait mal. L'histoire d'amour, c'est tough, on délite jamais. Je suis condamné à vie. Je suis un amoureux fou. Je suis condamné à vie. Tu comprends? Je n'oublierai jamais aucune de mes blondes. Aucune. Je suis pas capable. Et certaines, vraiment moins que d'autres en plus, tu sais. Mais pour tout le reste, là, des fois, des gens, te rappelles-tu, il est arrivé telle affaire, c'est épouvantable. Non, c'est fou, je me rappelle pas. Puis je me rappelle vraiment pas. Je délite tout ce qui m'a déplu, qui m'a blessé, qui m'a fait mal, qui a été désagréable. Chicane de voisin, chicane de chum, whatever. Un chum à qui j'ai pas parlé depuis 20 ans, je le recroise. Moi, c'est comme si on s'était vu la veille. Puis là, lui, il me rappelle pourquoi on a arrêté de se parler il y a 20 ans. Je m'en rappelais pas. Pourtant, j'étais d'accord pour qu'on arrête de se parler il y a 20 ans, mais je m'en rappelais pas. Fait que... Puis ça, je trouve que je suis content d'avoir cette qualité-là, ou en tout cas, cette capacité-là, en tout cas. Si j'étais Claire Lamarche, je creuserais, mais à la place, on va parler de hockey. Ouais. Mais là, c'est parce qu'on pourrait... On serait capable... il y a quelque chose, il y a creusé là, je le sais, je l'ai vu là, je le sais à quelqu'un d'autre. Écoute, le Canadien t'a dit quelque chose tantôt. T'as dit, c'est arrivé une couple de fois. Je ne sais pas si tu te référais à cet été là, qui est en train de passer ou aux autres étés. À celui-là? Cet été-là. T'as dit, c'est arrivé une couple de fois que j'ai eu envie de dire à quel point il ne se passait pas ce qui était censé se passer, ou en tout cas à quel point il ne se passait pas la chose qui doit se passer. Avant de savoir ce qui aurait dû se passer, ce qui ne s'est pas passé, selon toi, j'ai une question que je pose à tous les journalistes sportifs du Québec quand je les ai devant moi. Nicolas Cloutier, j'y ai posé plein de fois. Max Truman. Est-ce que les journalistes qui couvrent le hockey au Québec sont pas un peu trop des fans? C'est-à-dire, peut-être que moi, c'est bien rare que je les entends cogner sur un entraîneur, cogner sur un directeur général depuis que le hockey n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que là, on est dans une ère très corporative. Je te parle pas du hockey des années 80-90, même début 2000. Depuis Bob Gainey, là, depuis que les journalistes ne sont plus dans l'avion, Régent est venu ici, Tremblay, m'expliquer qu'on dirait que les journalistes font attention parce que si tu fesses trop fort, tu n'as plus accès. Et ça, c'est grave parce que si tu n'as plus accès, tu ne peux plus faire ta job. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as raison, mais c'est pas de leur faute. Ah non, mais c'est ça. C'est pas de leur faute. Moi, pour connaître personnellement la plupart de ces gens-là, je suis convaincu que s'ils n'avaient pas les mains liées, ils seraient all-in. Puis c'est pas leur patron qui leur lie les mains. C'est la patente. La patente. Le cercle vicieux dans lequel on patauge malheureusement. Tout est organisé, très bien métronomé par la direction du plus grand ministère public du Québec, le Canadien de Montréal. Une industrie plus médiatisée que le premier ministre. Et c'est pas qu'ils n'osent pas poser la vraie question tant que dans un milieu ultra compétitif où c'est important d'avoir les infos puis d'essayer d'arracher un petit bout ou une quote originale d'un joueur, tu veux pas te fermer l'éventuelle porte qui va te permettre de l'avoir, cette quote-là. Fait que c'est pas ton patron de ton entreprise médiatique qui te dit piano, parce que moi, je considère avoir des opinions assez tranchées. Je pense avoir été, dans la dernière année, placé sur la voie d'évitement par le Canadien. En fait, je ne le pense pas. Je l'affirme et qu'il me prouve le contraire parce que j'ai des stats en appui qui démontrent clairement que j'ai eu aucune opportunité d'entrevue avec les dirigeants, que ce soit le coach, le directeur général, et les motifs qui ont été évoqués sont un peu particuliers. Disons qu'ils ne sont pas
à mon sens, légitime, louable et valable. La bullshit. Ben, en fait, il y a eu de l'inexactitude là-dedans qui a été reconnue, d'ailleurs, par l'organisation, mais ça m'a pas donné plus d'opportunités par la suite. Ça m'empêche pas de faire mon métier, mais je sais très bien que quand j'adopte une position éditoriale telle, mon patron, lui, il est content. Tu comprends? Parce que je suis incorruptible, puis je fais mon travail, puis je suis pas dans une entreprise de démolition, ce n'est rien de personnel. Je suis dans une entreprise de dire ce que je pense et d'affirmer des trucs sur la foi d'informations qui m'ont été confirmées. Tu sais, je suis pas à taverne. J'ai pas à faire de rah-rah pour faire du rah-rah. J'ai pas essayé de crier plus fort que Pierre quand il sort du bois en disant qu'il y a des loups. Je n'ai plus à faire ça. Puis même quand j'avais à le faire, je l'ai fait une couple de fois, puis j'ai appris à la dure avec des Ron Fournier, justement, de dire « Fais pas ça, ça sert à rien. Quand tu auras de quoi de pertinent, tu le diras. Ferme ta gueule. » Parfait. Merci, Ron. Merci encore aujourd'hui, Ronald. C'est ça. Ça m'a rendu meilleur, tu comprends? Ça m'a permis de façonner la bébite que je suis devenu, qui, je pense, est assez redoutable. Ce qu'on me dit, en tout cas, c'est que je fais peur à bien du monde, dans l'industrie notamment, en disant « c'est un pas gérable, un ci, un ça ». Pourtant, chacun de mes patrons, à une ou deux exceptions près dans toute ma vie, disent « Mon Dieu, c'est un charme ». Je sais pas qui pense que t'es high maintenance, mais si tout le monde c'était facile comme toi, ça irait bien encore 10. Puis ça, on me l'a dit. J'ai pas peur de le répéter. Il faut quand même te recevoir avec 3-4 bouteilles de whisky. Là. Ça fait partie de ta liste là, pour accepter de venir ici. Là. Je les cherche. Elles sont en arrière. Non, mais Canadien, Jean-Charles, parce que là, tu viens de toucher. Moi, mais t'as raison. Mais tu sais, les kids sont là. Puis là, ils disent, puis il y en a qui poussent. Puis là, ils sentent qu'après, ils se font regarder de travers, whatever. C'est ça qui marche pas. La bébelle marche pas. J'ai toujours le même exemple. Te rappelles-tu des ballons dégonflés, Tom Brady? Oui. Moi, il y a un point de presse qui m'a marqué à vie. On est dans la salle de presse des Patriots au centre d'entraînement en Nouvelle-Angleterre. Et on présente Tom Brady à la presse. Je te le dis, là, il y a de la place. C'est grand comme ici. Fait qu'il y a de la place pour à peu près 60 personnes. Il y en a 300. Il y a des journalistes de partout dans le monde qui sont là. Brady debout, au lutrin, pendant 45 minutes. Il n'y a pas de Ken Nagano des pauvres en avant qui dirige le trafic en disant « c'est à ton tour », puis commence toujours avec le même pour avoir la question de miel en partant, pour essayer de passer le plus de jus possible. Non. Il n'y a rien de ça. Il y a Tom Brady tout seul, puis 300 hommes et femmes, membres de la presse, qui hurlent leurs questions et Brady, solide comme un chêne, ou devrais-je dire un roseau dans ce cas-là, comme dans la fable. Je préfère le roseau au chêne. Il est là, il plie devant ce vent incessant, mais il ne casse jamais, puis il répond à toutes les questions. Puis c'était des questions, les vraies affaires, là, pendant 47 minutes et quelques secondes. Je te le dis, j'étais bresté dans mon salon, je regardais ça, ça a fini, puis j'ai dit, c'est ça. Ça devrait marcher de même. On parle du plus grand joueur de quart de l'histoire du sport le plus populaire en Amérique, deuxième plus populaire au monde, de la ligue la plus puissante au monde lorsqu'on parle d'une ligue, là, parce que, bon, la Premier, c'est une ligue puissante. Le soccer est un sport plus populaire que le football américain. La ligue la plus puissante, une ligue absolument totalitaire, d'ailleurs, la puissante Never Fail League, la NFL, et on laisse Brady se faire sacrifier comme l'agneau, comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Puis le pire, ballon dégonflé, n'a pas de scandale, là. Moi, Brady, je l'adore, là. Tu sais, je l'ai vu au Michigan. Moi, je l'aime depuis les Wolverines du Michigan. Je détestais Lloyd Carr, je voulais le tuer à point nu parce qu'il startait pas Brady puis il donnait des demi-games, des séquences par-ci, par-là. Voyons, le cave. Mais tu fais quoi, toi? Moi, je le mets dans le temps des expos. Ah oui, mais là, t'es pas vu, moi, dans ce temps-là. T'es pas vu jouer à la balle. D'après moi, il est bon, c'est un naturel. Mais c'est pour dire,
Si la NFL fonctionne comme ça, c'est que la NFL a à tout le moins un respect du job de journaliste. Ça devrait marcher de même. Mais ça a changé. Écoute, tu te rappelles John Tortorella et Larry Brooks à New York? Je veux dire, c'est pas, ça fait pas 40 ans, là, ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est-tu la Ligue nationale ou c'est le Canadien? C'est qui Moi, je pense que c'est davantage le Canadien. Ici, là, parce que dans certains marchés, Larry Brooks est parti beaucoup trop tôt, d'ailleurs, si tu veux mon avis, là. Puis il sera encore là, il posera encore les vraies questions. Là. Puis il s'engueulerait encore avec des coachs. Mais en fait, c'est le coach qui l'engueule. Puis lui, il bronche pas, puis il continue de poser des questions. Je pense que c'est arrivé Simon-Olivier Lorange une couple de fois cette année. Là, j'en nomme un. Je voulais pas nommer personne. Je veux pas personnaliser. Mais je veux juste dire shout-out à Simon-Olivier, tu sais, d'être là puis de poser la question. On devrait pas être gêné de poser quelques questions que ce soit, puis le coach ne devrait pas répondre par une question. Auquel cas, parfait, tu veux le faire, je vais juste te retourner à la balle, mon chum. Tu veux jouer au ping-pong, on va jouer, mais pas longtemps. Je te relance la question, je suis désolé, mais toi, tu es payé 3,8 millions par année pour coacher. Moi, je te pose une question, c'est ton coaching. Relance-la pas. Ben, c'est pas moi qui est le coach du Canadien. Là. Moi, je n'ai pas la compétence pour répondre à ma question. Mais toi, tu l'as, t'es allégué de l'avoir. Peux-tu y répondre, s'il vous plaît? Oui, mais c'est dangereux, là, ce genre de climat-là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que t'es rendu le mouton noir si tu veux poser une question, si tu tolères pas de te faire dire non, elle est niaiseuse ta question, je comprends pas ta question, c'est beau, c'est terminé. On est censé accepter qu'il s'en aille comme ça, puis que ça ne tente plus de répondre aux questions. C'est pas arrivé très, très souvent non plus, là, avec Martin Saint-Louis. Mais... Non, il est bien meilleur que moins bon, Martin. Bon, mais c'est juste que... Mais il y a des impatiences qu'on ne peut pas toujours comprendre, mais il faut avoir la nuance de catcher que si toi, tu te lèves de mauvaise humeur une fois de temps en temps, ça se peut que ça arrive au coach aussi. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que si ça devient récurrent, comme Torts, c'est un état d'être. Hein? On l'a vu changer en finale de la Coupe, là, mais d'après moi, il s'est fait caler égal. Là. Puis d'ailleurs, il ne retourne pas à Vegas. Là, non. Alors qu'il a pris ce club-là à moitié mort. C'est très bizarre. Puis il l'a amené en finale de la Coupe Stanley. Ben moi, je pense qu'il y a plein de choses qui s'expliquent à travers ça. Mais alors, moi, Martin Saint-Louis, perso, je l'adore. J'aimerais qu'il s'entoure mieux. J'aimerais que, tu sais, là, on vient de faire un move en ce sens-là. Derek Lalonde s'amène, un coach d'expérience, de carrière. Ça ne peut qu'aider le grand projet du Canadien. On va voir pour la suite. J'ai de la peine pour Pascal Vincent, parti probablement trop tôt ailleurs, voyant qu'il n'y avait pas d'opportunité ici, mais je ne peux pas croire qu'à la fin de la saison, Trevor n'a pas dit j'ai besoin de réfléchir, puis rendu là, pourquoi la direction? Est-ce que la direction parlait à Martin et Martin a dit je préfère une autre direction que Pascal? Je sais pas. Je sais pas. Je suis aux fraises, là, complètement. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais on a perdu Pascal Vincent. On gagne Lalonde. OK. Est-ce qu'on est meilleur? Probablement. Est-ce qu'on aurait été aussi bon avec Vincent? Je suis obligé de dire, moi, probablement. Parce que Vincent est un des nôtres, puis je défends les nôtres. Puis je pense que c'est le devoir du Canadien de le faire aussi. Mais c'est une autre histoire. On fait toujours pas les playoffs, si tu veux savoir. Là. Tu penses qu'on fait pas les playoffs l'année prochaine? Au moment où on se parle, au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 9 juillet. Convainc-moi que cette équipe, avec Oliver Kapanen au centre du deuxième trio, va faire les séries éliminatoires. Et aucun partenaire de jeu fiable établi pour Lane Hudson. Un joyau candidat au trophée Norris. Là. Je vais te répondre qu'on les a fait dans les circonstances actuelles. Ouais. Je sais que tu vas me parler des Panthers qui se sont pas mal améliorés. Ouais. Mais à part les Leafs, finalement, se sont améliorés. Les Leafs se sont améliorés. Les Leafs tournent le coin, là. Avec Gavin McKenna. Ouais. Qui d'autre? Bobrovsky. Devant le filet. Ouais. Enfin, un gardien à Toronto. Mais là, il y a une malédiction à Toronto. C'est même rendu qu'honnêtement, il pourrait avoir McDavid que ça ne marcherait pas. Là. J'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas les compter parmi les équipes dangereuses en partant dans une saison. Mais tu penses vraiment qu'on est si peu en mesure d'imaginer qu'on puisse faire des séries? C'est-à-dire qu'on ne s'est pas amélioré. Là, les gens vont dire, mais nos jeunes vont avoir une année d'expérience. OK? Toi, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que Suzuki va refaire 100 points et mieux, que Caulfield va remarquer 50 buts ou mieux,
que Slav va monter à 75-80 points, que Demidov va atteindre les 70-75 points, qui peut m'affirmer que Kapanen va en remettre 22 dedans cette année? Je veux dire, il en a scoré 22, dont 2 à partir de quoi? Le début février, avant la pause olympique. Michael Hedge, c'est pas cette année qui s'en vient? Il faut convaincre Michael Hedge absolument, mais encore là, il va être en transition, il va entrer dans le projet de façon transitoire dans une première saison. Mais c'est parfait, il faut l'amener. C'est pas terminé, là. Ce dossier-là n'est pas fermé. Lui a été un peu le caillou dans le soulier, là. Mais tiens, on recale au 6 mars, là. On n'a rien fait à la date limite des transactions. Les gens vont dire, ouais, on avait bougé avant. Oui, OK, mais on n'a rien fait de pertinent non plus. Tu sais, Rasmus Anderson, ben, il y a une équipe qui a fait son acquisition, puis elle a veillé plus tard que nous autres dans les séries. Mais devant le filet, par contre, l'année passée, on a perdu une moitié de saison à donner une chance à Montembeault. Là, je pense qu'on va commencer la saison avec Dobèche et Fowler. Il n'y aura plus ça, là. Il n'y aura plus de donner une chance à Montembeault. Il y a plein de matchs qu'on a perdus parce qu'on s'est entêté à mettre Montembeault qui avait été le responsable des séries de la saison précédente, puis c'est un Québécois, puis je pense qu'on a été un peu trop patient, à mon avis, là. Moi, je trouve qu'on l'a pas été assez. On l'a très mal coaché. Il aurait fallu donner encore plus de chance. Non, il aurait fallu juste y donner de l'amour. Un gardien de but, il faut que tu lui donnes de l'amour. Faut pas qu'il sente que ton projet, c'est pas lui. Puis il l'a senti day one de la saison. Au tournoi de golf, on a refusé de dire qu'on avait un numéro 1. Si, boire. On a gaulé 60 l'année passée. T'es allé à la confrontation des 4 nations. 3e roue du carrosse, je m'en fous. Robin, goaler numéro 3 du Canada. Puis tu refuses au tournoi de golf de dire que c'est ton numéro 1. Après, tu commences à niaiser, tu lui donnes le net, tu enlèves le net, tu refuses de donner des... Tu sais, on a fait exprès parce qu'on n'en voulait plus. La vérité, on n'en voulait plus. Mon dernière nouvelle, t'es encore là, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, quand je te dis on fait rien, là, on fait crissement rien à date, là. Là, on attend quoi? On attend que Verbeek égale l'offre de Danny B, puis donne 18 millions à Carlson, ce que tu n'as pas le choix de faire. Tu peux pas te débarrasser. Tu peux pas perdre Léo Carlson. Tu comprends? Mais le lien de cause à effet de ça, c'est que tu risques de devoir échanger un autre de tes jeunes guns. Ou tu gardes l'offre de Carlson, tu l'égales, puis tu échanges Carlson. C'est à voir, là, ce que tu peux faire, là, tu sais. Parce que là, ce que tu obtiens, c'est des choix de première ronde. Les Ducks entrent dans ce qui ressemble à une fenêtre d'opportunité là. Tu sais, ça va vite aujourd'hui, là. La fenêtre d'opportunité qu'à Montréal, on semble remettre au calendrier parce qu'on a des dirigeants mode Survivor. C'est-à-dire, tant que le boss ne rentre pas en disant « Si tu ne gagnes pas la coupe cette année, t'es dehors. » Puis ça se passe pas de même, là, mais tant que le boss ne te fait pas comprendre que là, il est temps de gagner, pas de stress. Tout le monde est content. Hey! Aux dernières nouvelles, on fait 3 rondes, là. Mm-hmm. Fait que là, il y a du monde qui écoute ce que je suis en train de dire là. Mais quel imbécile. Il est-tu cave? Là, on a fait 3 rondes. Oui, ça m'intéresse pas de faire 3 rondes. Ça m'intéresse d'en faire 4 puis de gagner la Coupe Stanley. Ben. On est-tu si proche que ça de la Coupe Stanley? Dans les 4 équipes qui étaient dans le carré d'as, là, on était-tu la première proche de la Coupe d'un 4 ou la dernière? Je pense qu'on était la dernière par 1 000. Je pense qu'il y a des équipes qui sont tombées avant nous autres, qui sont plus proches de la Coupe que nous autres. Les Ducks d'Anaheim, notamment. Fait que là, les Ducks vont faire quoi? Fait que est-ce qu'on attend qu'une pomme veuille bien tomber de l'arbre là-bas? Parfait. N'oubliez pas que c'est pas juste Verbeek, là. C'est un gars qui avait le poste de directeur général des mains à Montréal jusqu'à ce que finalement ça devienne Kent Hughes, Martin Madden Jr., et qui, depuis ce temps-là, qu'on le veuille ou non, me semble avoir une dent contre le Canadien, là. Fait qu'il fera pas de faveur aux Canadiens. Puis il emmène large, Martin Madden fils. C'est l'alter ego du directeur général. Il emmène très large là-bas. On va faire quoi avec ça, non? Ben, en fait, juste un petit rappel à ceux qui vont te traiter de con parce qu'on s'est rendu en finale d'association. On n'avait pas l'air d'une équipe qui avait tout à fait sa place dans cette ronde-là. Là. Je veux dire, ça patinait vite, exact. Ça frappait fort. En défense, on a vu... moi, toute la saison, on m'a dit il manque quelque chose en défense, puis je croyais pas les gens qui me disaient ça. J'étais comme, voyons donc, Dobson, Hudson, Matheson, Goulet, il manque quoi? On l'a vu, il manquait quoi? Là? Cohésion.
Non, mais il manquait quelque chose. Il manque quelque chose parce qu'en réalité, on a fait 2 rondes. On n'a pas fait... en 3e, ça ressemblait à la finale contre le Lightning il y a quelques années en finale de la Coupe Stanley. Là, on voyait vraiment la différence de niveau. Je veux t'entendre sur... je ne sais pas si tu as vu passer le texte de Martin Leclerc il y a quelques jours sur les salaires. Parce que on a signé un contrat à Demidov, à moins de 8 millions par année. Et là, à chaque fois que ça arrive, un truc comme ça... Un peu plus, moins de 10, mais plus que 8. Là. Ah oui. OK, je pensais que c'était à 7 et quelques. Bref, OK. C'est un bon contrat. Du point de vue du Canadien. C'est quand même un excellent contrat. Oui, mais à chaque fois que ça arrive, parce qu'il s'est passé un peu la même chose avec Suzuki, Caulfield et Slavkovski, on pourrait même mettre un des défenseurs là-dedans, je pense, Matheson. On lui a fait signer un contrat quand même assez avantageux du point de vue du Canadien. On se dit, oh mon Dieu, voici Kent Hughes, l'agent, le négociateur, le gars qui est capable de convaincre des gars d'accepter moins d'argent et de rester à Montréal. Mais Martin Leclerc a dit, attendez une minute, là. Le plafond salarial augmente. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Canadien, s'il veut se grossir au centre, mettons, Age s'en vient pas, va devoir payer très cher sur le marché des joueurs autonomes, un joueur qui n'est pas déjà à l'intérieur de l'équipe. Et donc, ce gars-là va arriver, probablement payer 11-12 millions par année, jouer avec Demidov, qui lui va faire 9, mettons, je sais plus, là, mais tu sais, moins de 10. Et là, il dit, il va arriver ce qui arriverait dans n'importe quelle organisation. Il y a des gars qui vont commencer à dire, hey, ça n'a pas d'allure, joue pour pas assez cher. Et ça, j'y crois, ce scénario-là. Martin a absolument raison. Il est bullseye avec ça. Puis j'ai la même réflexion. À un moment donné, là, mais ils sont forts. Rémi, ils sont forts. L'organisation est puissante. Tu sais, il y a des distributeurs de Kool-Aid bleu, blanc, rouge sur la toile, à gauche et à droite. Des influenceurs bien placés qui vont toujours dire que ci, que ça. La réponse galvaudée sur la toile et dans certains médias traditionnels depuis qu'il ne se passe rien, là, c'est d'illustrer les mauvais contrats qui sont accordés à gauche et à droite cet été. En disant, ça n'a pas d'allure, tant de millions par année pour tel gars. Jacob Trouba, j'aurais pas jamais donné 7 millions, je suis content qu'il vienne pas à Montréal. Comment tu n'aurais pas donné 7 millions par année pendant 3-4 ans à Jacob Trouba, qui a été ton protecteur, ton droitier naturel, jouer avec Lane Hudson? Tu vis sur quelle planète, toi, Armand? Tu vis sur quelle planète? Ou qui aurait été le protecteur, puis le droitier naturel, jouer avec Matheson, alors que Dobson aurait pu jouer avec Hudson, qui a été notre meilleur paire de défense l'année passée, puis on s'était forcé de ne pas y remettre ensemble. Tôt ou tard, cette équipe va imploser. Parce que ce phénomène sectaire, là, dont on se regarde le nombril tout en gang, puis on est bien, là, ça peut pas durer. C'est écrit dans le ciel. À un moment donné, là, il y a des agents, il y a des blondes, il y a des pères, il y a des mères, il y a des meilleurs chums. Il y a des journalistes qui développent des affinités avec certains joueurs et leur garde rapprochée. Il y a une association des joueurs, puis il y a une association des agents aussi. Il y a du monde qui regarde ça, qui trouve ça drôle, puis qui disent... Déjà, là, on le voit, là, Kent Hughes qui est frustré de dire « Qu'est-ce qui s'est passé vraiment le 6 mars? C'était-tu vraiment Matthew Knies? Puis c'est-tu vraiment une affaire de fax à la Ligue? Puis si c'est une affaire de fax à la Ligue, comment ça se fait que c'était la responsabilité des Leafs de l'envoyer puis que le Canadien n'a pas pris sur lui à 3h moins 10 de dire au cas où Toronto dorme au gaz, son champion là-dedans, voici le fax du trade qu'on vient de conclure avec eux autres. C'est quoi qui s'est passé ce jour-là? J'aimerais ça que quelqu'un ait la transparence de nous le dire pour qu'on comprenne qu'il y a eu une bêtise, si c'est le cas, ou qu'on comprenne qu'on s'est fait jouer dans le truffion sans s'en méfier, parce qu'on se sent immuable et inatteignable, intouchable, puis que finalement, on a trouvé ça désagréable, puis on l'a eu à la dure. Ça se peut-tu que déjà, il y a 31 GM dans la Ligue qui se regardent et qui disent, le modèle Montréal, là, bien guidé par les agents, les papas, les mamans, les chums, les blonds, les petits chiens kiki, comme dirait Ronald. Tu sais, moi, je regarde ça, là. À un moment donné, là, ils vont dire, hey, c'est bien beau, là, mais, tu sais, excuse-moi, là, mais un gars qui en met 50 dedans comme moi, là, il gagne 14,5, là. Je comprends que j'ai signé en telle année, là, mais, tu sais, le retour devant. Fait qu'il nous reste pas tant d'années pour gagner. Et de là, l'immobilisme crasse qui m'indispose. On a besoin d'un deuxième centre, un vrai.
On a besoin d'un partenaire de jeu fiable pour Hudson. Je pense qu'on l'a, c'est Dobson. Auquel cas, on a besoin d'un partenaire de jeu fiable pour Matheson. On a besoin de robustesse. On a besoin d'un quatrième trio dont le plus petit mesure 6 et 2. Puis la moyenne est à 6 et 3,5 en hauteur, puis en poids, 225. 3 gars qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, qui y vont. Un quatrième trio d'identité. Pas 4 trios qui essaient de jouer la même affaire et sont pas capables. Une image qui me revient en série, c'est Jake Evans qui rentre à 1 contre 4. Comme il est au centre de la 2, il essaie de passer à travers les 4 parce qu'il est au centre de la 2. Si le Jake Evans était dans son habitacle naturel, au centre de la 4, au forçail de la 3, il aurait juste relayé un petit lobe derrière les défenseurs. Il aurait continué sa trajectoire, il serait fait accrocher, il serait tombé, il aurait collecté un 2. Sinon, il serait allé frapper le défenseur, s'en serait suivi une bataille pour la possession de la rondelle, qui aurait gagné ou perdu, il aurait fait sa job. Là, il l'a pas fait parce qu'il est dans un rôle de composition. Fait que, on est-tu si proche que ça de la Coupe? Je pense pas. On est-tu si loin? Je pense pas non plus. Mais il faut faire des moves avant que ça implose. Ce modèle-là qui marche très bien et qui fait l'affaire de tout le monde. Je suis convaincu que Jeff Molson, Kent Hughes, Jeff Gorton, à chacune de ces signatures-là, prennent un petit expresso bien tassé et se congratulent en se frottant les mains d'aise. Mais c'est pas si cave les contrats qui se donnent cet été, c'est des contrats qui n'ont d'égal que le marché actuel. Fait que si tu veux pas danser le tango effréné qui se danse là, tu gagneras pas. Tu peux essayer de beurrer le monde, là, puis de leur faire une campagne de pas de peur, mais une campagne de réconfort en disant on n'aurait jamais payé ce prix-là pour ce gars-là. On n'aurait jamais payé ce prix-là pour ce gars-là. On n'aurait jamais payé ce prix-là pour ce gars-là. OK. Es-tu capable de me dire raisonnablement, toi, que Anaheim égale l'offre, il appelle Kent Hughes, puis il dit veux-tu Léo Carlson? Es-tu capable de me dire que tu y vas pas? J'espère qu'on y va à 18 millions. J'espère qu'on y va à 18 millions. Maintenant, tu as besoin de quoi? Parce que tu m'arraches un bras, une jambe, puis que j'ai juste Léo Carlson, marchera pas. Mais je suis prêt à te donner pas mal tout ce qui grouille, qui a de l'allure, tu sais. Caden Goulet, Michael Age, Alexander Zarovski, j'ai pas de limite, là. Puis une coupe de premier choix avec ça, là, ça me fait rien. Tu comprends? Parce que je me déshabille pas complètement. Si je suis capable de sauver mon noyau, puis d'ajouter un gars comme Carlson, moi, je me rapproche de mon objectif. Mais toi, tu penses que les Flyers ou les Ducks, c'est les Ducks ou les Flyers là, qui l'échangeraient? Ce serait les... Moi, je pense que les Ducks égaleraient pour l'échanger. Pour l'échanger, ah ouais, OK, d'accord. C'est ce que je pense. Ouais. Tu sais, les Flyers, moi, là, bravo à Daniel Brière. Hey, des Noirs. Deux coconuts, là, solides, là. Moi, j'aimerais qu'on ait ces coconuts-là. J'aimerais ça qu'on fasse un move de même. As-tu une idée de comment le Québec retiendrait son souffle actuellement? Ça serait fou. Mais en même temps, il jouerait sa job, peut-être, Kent Hughes, d'une certaine façon. C'est peut-être une... Ben, pas nécessairement. C'est pas pour rien que ça n'arrive pas ici, là. Moi, je comprends, mais le deal ne marche pas. Oui, je comprends. Ben, tu perds des affaires, là. Tu perds des choix, là. Tu perds des choix si le deal marche. Si le deal marche, puis si le deal ne marche pas, tu perds rien, non? Tu perds rien. Tu perds la face. C'est vrai. Mais en fait, là, tu te demandes si c'est une bonne idée que ça marche rendu là, à 18 millions, avec la culture en ce moment. Ça veut dire que Léo Carlson ferait 2 fois le salaire de ton capitaine. Ça se voit pas dans la Ligue nationale. Ça. Non, mais c'est la loi du marché. Je comprends. Tu sais, Demidov ne mérite pas plus d'argent que Nick Suzuki. Pourtant, il va faire 1,8, 1,9 de plus par année. C'est vrai. Mais en dollars d'aujourd'hui, il croque moins de pourcentage de la masse salariale que Nick au moment de signer son contrat. Fait que ça se balance de même. Fait que je comprends qu'on ne veuille pas déflaboxer, mais on monte tranquillement. Le fric va aller à qui tout à l'heure, là? Qui c'est qui va rentrer ici? Parce que l'homme de 20 millions, il frappe à la porte, là. Il est là, là. L'homme de 20 millions dans la Ligue nationale, c'est dû être McDavid, qui a décidé de faire une fleur aux Oilers, puis finalement, tout le ballon pète en plein visage de tout le monde. Ça va mal finir, cette histoire-là. C'est écrit dans le ciel. Ça va mal finir pour le Canada. Le Canada ne gagne pas la Coupe cette année, puis elle ne gagnera pas. Si tu veux, je te dise. Les sénateurs donnent Brady Tkachuk. Ça, c'est horrible. Ils n'échangent pas, ils le donnent. Oui, non, ça, c'est horrible, ça. C'est horrible. Après, il y a ça. Le seul argument, c'est ce gars-là, fallait qu'il parte.
Sauf que tu n'étais pas capable d'aller chercher mieux que ça. C'est ça. En plus, il ne voulait pas juste aller là-bas. Hein. Il avait donné une liste. Il serait prêt à aller au Minnesota, en Caroline même, apparemment. Il était prêt à aller aussi, je pense, à Dallas. Ça faisait partie de sa liste. Pas sûr Dallas, mais ça se peut. Oui, ben quelque part dans ce coin-là, en tout cas. Hey, avant qu'on se laisse, parce qu'on doit s'arrêter, tu dois aller voir le match de foot. Déjà? Ouais, dans moins de 7 minutes. Je veux t'entendre sur ta langue. Il y a quelque chose dans ta langue. C'est ça qui te distingue. Tu as des métaphores, tu as une langue. C'est-tu un effort? C'est-tu inné? C'est-tu ton style? C'est quoi? Il n'y a pas d'effort. J'ai pas ce temps-là, là, puis j'ai pas cette énergie-là. Je le ferais pas. S'il y avait un effort, je le ferais pas. Non, mais ça fait-tu partie de ta marque? C'est ma mère. C'est ma mère. Ma mère a ses lettres. Ma mère aurait pu faire de grandes choses. Elle a décidé d'être une maman au foyer, d'élever ses enfants. Mais qui en demeure pas moins. On n'avait pas d'argent, mais on était abonnés à tout ce qui grouillait. La Presse, Journal de Montréal, Le Devoir, la bonne vieille Voix de l'Est, à Granby. Fait que dans un ménage qui rentre à peu près 300 $ net par semaine pour vivre avec 3 enfants, 2 adultes, quand tu consens à mettre 10 des 300 $ net sur des journaux en papier, c'est parce que tu as besoin de transmettre quelque chose, de dire on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que j'ai appris très jeune à lire à haute voix. Et à un moment donné, elle m'a mis les columnistes. Puis elle a dit, lis-les tous, puis choisis le favori, puis ça devient le tien. Puis ça a été Régent Tremblay. Fait que ma première rencontre avec le Reg, le parrain, ça a été ça. Ma mère a enseigné l'addiction. Et donc, elle me l'a transmise. Mes oncles, mes tantes sont des hommes et femmes de lettres aussi, qui ont fait beaucoup avec ce qu'il y avait. Puis, fait que moi, j'ai grandi, j'ai baigné dans cet univers-là. Puis rapidement, mon imaginaire s'est développé à écouter la soirée du hockey à la radio avec des voix comme Richard Garneau, Claude Canville, René Potier. Et ça aide tout ça. Puis à un moment donné, ma mère a dit page statistique, fais un bulletin de nouvelles. Fait que là, je me suis mis à. Fait que tu n'as pas le choix, tu as juste des résultats et des stats. Fait que tu dois mettre la viande autour de l'os. Tu as l'os, tu as le corps principal de ton information. Raconte-moi l'information. Fait que j'ai livré mes premiers bulletins commentés à haute voix devant ma mère avant de partir de l'école le matin. Fait que moi, d'aussi loin que je me rappelle, là, puis je pense que j'ai eu un certain talent, assez pour recevoir une offre dans le junior majeur qui est sorti de nulle part. J'avais 18 ans, puis le coach, je disais, Chris, tu sors de où, toi? T'as joué où? Nulle part. Je fais de la radio comme tu sais, John. Non, mais je te signe un contract. Tu joues à partir de vendredi soir à gauche sur mon 3e trio. Non. Merci pour ton 35 $ par semaine, mais... La meilleure décision de ta vie, ça? Je fais 10 fois ça. Probablement, j'ai jamais de regrets, j'ai pas de regrets de rien, mais celle-là, là, c'est drôle, depuis que j'ai 50 ans, j'y repense, puis je me dis, je serais allé où, moi? Moi, je serais allé en Europe. J'aurais vécu ma best life. J'aurais jamais joué dans la Ligue nationale. Là. Jamais. Mais je pense pas, en tout cas. Forçat, Ligue américaine. Mais j'aurais été un bon gars d'Europe, là, tu sais. Je pense que j'aurais eu du fun à faire ça, mais la trajectoire était complètement différente. Fait que après, ça dure une nanoseconde, là, ça entre, ça repart. T'as le temps de sourire, pogner un petit ail, un vertige, ça repart. Puis là, tu te dis, t'es-tu correct ou t'es? Ouais, t'es correct ou t'es. Fait que tout est correct. Non, là, tu passes d'autres choses, tu sais. J'ai préféré ta trajectoire. Écoute, tu t'es rendu jusque dans les oreilles d'un jeune homme de 12-13 ans qui écoutait CKC 730 à NDG dans sa petite radio jaune que j'ai gardée. C'est toi qui parlais dans mes oreilles. Puis 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On passe une belle heure ensemble. Merci Jean-Charles Lajoie. Je suis très, très content. Puis je te l'ai dit. Je pense que je te l'ai dit. Je l'ai dit publiquement, en tout cas. Mais je le répète, je pense que tu es le présent et le futur de cette industrie. Et vous n'êtes pas beaucoup dans cette courte liste-là. Mais... je pense que tu es à la bonne place, tu es totalement légitime, tu occupes l'espace public de façon brillante, avec une profondeur qui me renverse très souvent.
t'es préparé aussi, tu travailles et ça paraît. Alors, longue vie à toi. Et puis, voilà, vas-y. Vas-y, prends le relais. Il est là. T'es fin, puis, t'es fin. Merci, mon vieux. Cours. Bye-bye. Merci, mon ami. Merci à vous. À mardi prochain.